retour donc sur le plateau du Grand Direct. Je suis en compagnie d'Elie Barnavi, ancien ambassadeur d'Israël en France. Rebonsoir, vous étiez avec nous tout à l'heure pour cette conférence de presse donc retransmise en direct sur i24 News. François Hollande et Barack Obama. Rebonsoir Meir Rosen, ancien ambassadeur d'Israël aux États-Unis et en France également. Alors, on a vu l'une des phrases à retenir également de cette conférence de presse, c'était cette entente parfaite, semble-t-il, entre les États-Unis et la France. L'entente n'a jamais été aussi forte, ont dit les deux présidents. C'est vrai qu'ils avaient déjà commencé par publier ce matin une tribune conjointe pour partager le poids du leadership. Nouvel axe donc entre Paris et Washington. Explication, Éléonore Veil tout de suite et on en parle après. L'alliance entre nos deux pays s'est transformée. C'est par ces mots que débute la tribune conjointement publiée sur de grands quotidiens par les présidents français et américains lors de la visite de François Hollande à Washington. Les États-Unis et la France, un parcours semé d'embûches, de crises diplomatiques et de gestes de réconciliation ostentatoires, jusqu'à cette visite d'État, la première d'un président français en 20 ans. Pour l'occasion, la Maison-Blanche a mis les petits plats dans les grands, drapeaux tricolores dressés, hymnes nationaux et honneurs militaires, coups de canon tirés, déplacements à bord du Air Force One présidentiel, dîner officiel. Et tout cela alors que le prédécesseur de François Hollande n'avait pas eu le droit à une invitation officielle au cours de son mandat. Cette fois, la France est la bienvenue et c'est le message que veut faire passer l'administration américaine en organisant une visite dans la maison de Thomas Jefferson, francophile avéré. Thomas Jefferson représente ce que l'Amérique peut offrir de meilleur. Mais comme nous pouvons le constater en visitant sa demeure, il représente également ce lien incroyable entre la France et les États-Unis et les offrandes faites à notre pays par la France, car c'était un parfait francophile. Les sujets phares de cette rencontre, l'Iran, toujours au centre des préoccupations des deux pays, mais également le terrorisme en Afrique, la Syrie et la coopération économique illustrée par la visite de Silicon Valley, Eldorado des entrepreneurs français et étrangers. Autant de sujets qui élargissent le champ des collaborations possibles entre les deux pays. Mais les deux dirigeants ne risquent rien pour gâcher cette visite. Pas de sujet qui fâche, le scandale des écoutes des services de renseignement américains révélé par l'ex-consultant Edward Snowden ne sera donc pas évoqué. Une entente parfaite, ou presque, c'est en tout cas l'image que les deux hommes souhaitent montrer. Voilà, entente parfaite, ça s'est vérifié tout à l'heure lors de la conférence de presse. Vous l'avez ressenti comme ça, l'un et l'autre, Elie Barnavi? Oui. C'était le message, hein? C'était le message. C'est vrai qu'il y a eu une espèce d'harmonie dans tous les sujets qu'ils ont abordés. On a dit pourquoi tout cela était un peu... Parce que c'est très bien d'être d'accord sur le principe, encore faut-il mettre un peu de muscle derrière le principe, et ça reste à vérifier. Mais c'est vrai que c'est une relation aujourd'hui sans nuage, et quand on sait d'où elle est venue, cette relation, c'est quand même intéressant. Parce que les gens finissent par oublier que la France a toujours eu des relations proches avec les Américains. C'est la seule puissance européenne importante qui n'a jamais été en guerre avec les Américains. Vous avez pensé à ça? Ah oui, c'est vrai. C'est intéressant, Ouais. la seule. Et au-delà de ça, elle a eu un certain rôle dans la naissance même des États-Unis. La visite chez Jefferson, c'était une visite intéressante parce que l'homme était un philosophe, au sens où les Français entendaient ce mot au XVIIIe siècle. Il était effectivement très francophile. Il a été, ça, ils ne l'ont pas dit, ambassadeur à Paris pendant des années importantes, dans les années 80 du XVIIIe siècle. Et il a eu aussi cette phrase que chaque homme a deux patries, la sienne et la France. La France, absolument. C'est Jefferson. Ouais, c'était l'époque du rayonnement, évidemment, du siècle des Lumières, et la France qui avait ce rayonnement et cette influence sur la... Très rapidement, il s'est avéré qu'il y avait deux nations qui avaient la prétention à l'universalisme, c'était la France et le message universel, le seul qui avait cette prétention, la France et l'Amérique. Il se trouve que l'Amérique avait un potentiel autrement plus grand et que finalement, pour une bonne part, les malentendus entre la France et les États-Unis, la posture gaullienne, tout ça s'explique par l'effacement relatif d'une puissance qui a été autrefois très grande et qui aujourd'hui, par le poids de la démographie, de l'économie, est devenue non pas une puissance moyenne, ça ne veut rien dire, mais quand même une puissance qui ne peut plus prétendre à l'hégémonie dans le monde. Et les Américains, si, ça change pour les Américains aussi, on verra ce qui va se passer demain.
si nous sommes encore là, vous et moi. En tout il y a cas, quand ouais. même des domaines dans lesquels il y a une compétition entre les deux. Il faut voir, les Américains sont contre l'interventionnisme. Mais quand on voit la compétition entre Boeing et les Airbus, et la façon dont les États-Unis aident les entreprises américaines, Bien sûr. en intervenant directement auprès des compagnies et utilisant tous les moyens possibles pour s'assurer du fait que le marché d'exportation américain ne soit pas atteint. Ce qui est intéressant, que dans toutes les déclarations qui ont été faites, et même dans les questions, personne n'a posé une question concernant les rapports avec la Chine. Parce que là, les États-Unis ont aussi des problèmes assez graves. Nous le savons en Israël, du fait que les pressions américaines ont fait qu'Israël a été obligé d'annuler des contrats avec la Chine et de payer des dommages et intérêts aux Chinois de somme assez importante. Ce problème n'a pas été soulevé du tout. Or, la France est très présente sur le marché chinois. Et l'industrie française, je ne parle pas de L'Oréal et d'autres, qui sont très populaires en Chine, le Chine comme si ça n'existait pas. Le problème russe et ce qui se passe en Ukraine aussi n'a pas vu trop de place. Ça fait partie des dossiers qui fâchent aussi, certainement, entre l'Europe et les États-Unis actuellement. Absolument. Et est-ce que nous sommes... On a posé cette question dans la presse européenne aussi. Est-ce qu'on est à la veille d'une reprise de la guerre froide, la façon dont Poutine agit en ce qui concerne le gaz et l'influence qu'il essaie de regagner de ce qui était autrefois l'Union soviétique? Ces problèmes, mais tout était vraiment d'une parfaite harmonie, comme l'ambassadeur Barnaby l'a dit. L'un des problèmes, c'est que la France, par la force des choses, elle arrive seule. Et dans la mesure où même dans notre pays, dans la mesure où on écoute les Européens, c'est en tant que puissance historique, non pas en tant qu'Europe. Or, vous avez évoqué Airbus. Airbus n'est pas un avion français. Airbus est un avion européen. Européen. Il est fabriqué à Toulouse avec des components qui viennent d'un peu partout, d'Allemagne, d'Espagne. Et donc la France seule face à l'Amérique, c'est une puissance modeste. L'Europe, c'est autre chose. Et le problème est là. Or, ce qui est intéressant, c'est qu'il a évoqué l'Europe, bien sûr, mais ce n'est lorsque le président français vient à Washington, en fait, il ne peut pas ne pas apparaître aussi comme le représentant de l'Europe tout entière. Or, l'Europe est ce qu'elle est. C'est-à-dire, l'Europe ne parle d'une seule voix que dans les négociations commerciales. Partout ailleurs, c'est la cacophonie. Et le problème principal, c'est ça. Lorsque les Français imaginent l'Europe, puisqu'ils ont joué un rôle sans doute le plus important pour la création de l'Europe, ils l'imaginent comme le moyen de prolonger la puissance française. Et lorsque ça ne marche pas, il y a un gros problème. Un des reproches des États-Unis en ce qui concerne tous les États européens, c'est que quand il s'agit du budget de la défense, l'Europe n'investit pas assez. Et c'était dans toutes les rencontres qu'ils ont eues, des G8, G20, etc., ils parlaient toujours des sacrifices du budget américain pour assurer le budget de l'OTAN, etc., tandis que l'Europe ne fait rien. Or, sur ce plan, il y a quand même des développements en Europe. Si j'ai bien compris qu'il y a une initiative d'unir les efforts de l'Allemagne avec la France, etc. C'est surtout la France et l'Angleterre et la Grande-Bretagne qui sont à la pointe dans la coopération militaire. Bon, parce que ce sont les deux seules puissances militaires du continent. Mais c'est intéressant parce que, en fait, vous dites, Meir, qu'ils n'investissent pas assez. En fait, ils investissent pas mal. C'est-à-dire que si vous mettez ensemble les budgets nationaux, vous arrivez à peu près à plus de 50% du budget américain de la défense.
Mais ça ne veut rien dire, puisqu'ensemble, ce n'est pas mis ensemble. C'est un gaspillage absolument effroyable. Oui. Il y a double, triple, quadruple emploi. Oui. Et c'est qu'ils n'arrivent pas à faire, c'est mettre ensemble, c'est l'effort pour avoir une force européenne significative. Oui, ça reste un vœu et une utopie. Pour juger vraiment des rapports entre la France et les États-Unis aujourd'hui, il faut se rappeler du temps où la France s'est retirée de l'OTAN, du temps du général de Gaulle. Et, de l'Algérie aussi, où il y avait une forte opposition. L'esprit anti-américain, je me souviens comme étudiant à Paris, Ridgway Go Home. Ridgway la peste. Oui, Ridgway la peste, puisqu'on l'accusait de... Ouais. Et un courant anti-américain. Or, qu'est-ce que vous avez entendu aujourd'hui? Que le président Obama a accepté l'invitation de venir pour commémorer le 70e anniversaire du débarquement en Normandie. Et je crois que sur le plan de l'éducation de la nouvelle génération d'iPhone et d'iPad, etc., c'est bien de rappeler à ces jeunes dans quel danger se trouvait l'Europe il y a 70 ans et qui est venu sauver l'Europe, en fait. C'est l'armée soviétique, certainement, et les États-Unis d'Amérique. Et je crois que ça, c'est important simplement pour l'avenir. Nous disons toujours que les guerres éclatent dans l'esprit des hommes, enfin, l'introduction de la charte de l'UNESCO, n'est-ce pas? Et je crois que c'est une bonne leçon d'histoire que de voir le président américain qui arrive au Omaha Beach, au cimetière de Omaha Beach en Normandie. Obama Beach. Voilà. Obama Beach, pour voir ces 10 000 soldats américains qui n'avaient pas de famille aux États-Unis et qui sont enterrés là-bas, et à qui on doit la liberté dont on jouit aujourd'hui. Ouais, et d'ailleurs, il était là pour le 65e anniversaire, il sera là pour le 70e, Barack Obama. C'est le souvenir de ma mission diplomatique à Paris. J'ai participé à une émission que vous devez bien connaître, sur le téléphone sonne. Oui. Émission de radio. Émission de radio qui est très bien faite. Effectivement, le téléphone sonne et on parle des relations entre les États-Unis et l'Europe et la France. Et j'entends cette femme donc, qui m'appelle, me dit, mais que devons-nous aux Américains? Qu'est-ce qu'on doit faire? Pourquoi est-ce qu'il faut écouter les Américains? Qu'est-ce que nous devons? Et je dis rien, vous ne devez rien, simplement votre liberté. C'est l'ignorance, l'incapacité, bien partagée de l'autre côté. Si vous avez suivi la presse américaine pendant la grande crise qui a suivi l'invasion de l'Irak, ils ont dit vraiment n'importe quoi, c'est-à-dire n'importe quoi. Et puis bon, on constate que là, ça va mieux, c'est déjà une bonne chose. Mais, comme je vous l'ai déjà dit, je crains qu'il y ait beaucoup de bonne volonté, c'est déjà pas mal, mais que politiquement, ça va pas se traduire en monnaie sonnante et trébuchante de hard power. Or, le monde tel qu'il est a besoin de hard power. Pour l'instant, c'est la France qui incarne cette partie dure, cette puissance, comme vous dites. C'est elle qui intervient, en tout cas. Ouais. C'est l'alliance de celui qui veut ne peut pas et de celui qui pourrait mais ne veut pas. Écoutez, on va voir si ce n'est que des paroles verbales ou s'il s'agit de l'action, on le saura très vite. Parce que l'histoire des armes chimiques, là, ici, Obama avait dit que c'est la ligne rouge. Dès qu'on va prouver, je me souviens, il était en visite en Israël. Et nos experts ont dit qu'ils se sont servis des armes chimiques. Et le président Obama a répondu, nous ne comptons que sur nos propres investigations. Et il est arrivé à la conclusion qu'ils ont utilisé l'arme chimique et il a dit, ça, c'est la ligne rouge. Or, on a dépassé la ligne rouge et il n'y a pas eu d'intervention américaine. On va voir maintenant, quand ils sont en train, les Syriens, Bachar al-Assad, qui ne permet pas aux denrées alimentaires d'être c'est trop tard pour l'intervention américaine. Oui, ils ont bien dit tout à l'heure, pas d'action militaire. Sur la Syrie, en tout cas. C'est terminé, c'est trop tard. Il aurait fallu intervenir au début. Maintenant, c'est trop tard. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont laisser la guerre civile déchirer le pays s'achever toute seule. Et sans doute une partition. Malheureusement, on n'a plus le temps. Merci Meir Rosen, merci à vous, merci Elie Barnavi. Merci d'avoir vécu avec nous cette conférence de presse entre Barack Obama et François Hollande en direct sur i24 News. Nouveau journal dans un instant.